avec vous et que nous puissions le construire ensemble. Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres. Avant quelques réflexions et questions, juste quelques points sur l'organisation des débats. À 11h15, dernier quart, les ministres doivent partir au Sénat, donc ça nous laisse quand même 2 bonnes heures de débat. On va continuer à faire les réponses ping-pong, donc avec le même temps, en gros, de réponse par rapport aux questions. Une question. Oui, enfin, question, intervention. Bon, bien, bref. Et d'autre part, je le dis aussi à mes collègues, à la fin de cette audition, après une petite coupure, on continuera cette commission en fonction d'un point réclamé hier par M. Cazeneuve. Bien. Moi, je considère que ce projet qui impose 36 milliards d'euros en tendanciel de baisse des dépenses de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales est un budget d'austérité, mais c'est aussi un budget profondément inégalitaire. Inégalitaire parce que d'abord, chacun comprendra que la baisse de dépenses publiques, la baisse de services publics, la baisse de protection sociale, ça impacte davantage la vie des classes populaires et des classes moyennes que ceux qui peuvent quelque part se payer ces mêmes services dans le privé. De ce point de vue-là, je rappelle qu'une étude de l'INSEE de 2021 avait montré que la moitié de la réduction des inégalités passait par des transferts en nature comme l'éducation, la santé et le logement, et qu'en coupant aussi massivement dans les dépenses, ne serait-ce que le budget de l'État, alors 17 milliards si on tient compte uniquement de l'inflation, 22 milliards si on tient compte du tendanciel, vous allez non seulement réduire l'activité économique, à l'instant sur France Info, le président Moscovici l'estime à 0,4-0,5 points de moins pour la croissance l'an prochain, mais aussi aggraver encore plus vite la pauvreté, dont vous savez qu'elle a explosé dans le pays. Et je ne parle même pas des coupes sur le budget de la sécurité sociale. Nous sommes d'accord pour une fois, messieurs les ministres, sur l'évaluation des économies que vous donnez. Je pense que c'est bien de le faire sur le tendanciel. Je pense que ça devrait être beaucoup plus fait parce que ça correspond plus à la réalité. Par contre, est-ce que vous êtes d'accord avec les conséquences d'une telle politique sur les services publics? C'est ma première question. La deuxième, cette inégalité, elle se traduit aussi, contrairement à ce qui est affirmé, sur la question de la fiscalité. Parce que pour les particuliers, il y a 2 milliards d'euros par rapport aux ultra-riches, les 0,3% de la population les plus riches. Mais j'observe par exemple que les 3 milliards d'augmentation d'électricité vont impacter 40% de Français. Donc et il y a d'autres mesures fiscales qui en réalité impactent beaucoup plus la vie, je l'ai dit, des classes notamment moyennes. Donc si j'additionne en réalité cette fiscalité qui concerne un peu tout le monde, plus ces questions de dépenses sociales, on a au final, on pourrait lire ce budget comme disant qu'on a en gros 41 milliards qui vont impacter la vie de tout le monde et seulement 2 milliards des ultra-riches. Je pense que c'est une autre façon de voir ce budget, mais qui, à mon avis, est exacte. Sur l'électricité, je voulais vous poser une question. Je comprends également, donc en dehors des 3 milliards qui vont impacter 40% des consommateurs, je comprends également qu'une hausse supplémentaire va s'ajouter puisque vous comptez majorer la taxe sur l'électricité pour reporter sur les consommateurs les charges de services publics dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Est-ce que là-dessus, vous avez évalué ce coût supplémentaire? Sur les entreprises, les 8 milliards, bon, outre le fait que ça va quand même dans le sens de ce que nous sommes plusieurs à dire ici depuis longtemps, c'est-à-dire la nécessité d'aller chercher de l'argent sur les très grandes entreprises, j'observe d'abord que c'est ponctuel et temporaire. En gros, dans ce budget, tout ce qui est permanent touche les classes populaires et moyennes. Tout ce qui est ponctuel et temporaire touche les plus favorisés ou les grandes entreprises. Mais en plus de ça, ce montant m'interroge puisque les recettes attendues, une taxe exceptionnelle, ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc j'aimerais que vous me certifiez vos comptes sur ces histoires de 8 milliards. Je fais référence à la taxe des énergéticiens l'année dernière qui devait rapporter 12 milliards et qui finalement ont rapporté 600 millions d'euros. Donc c'est une question supplémentaire. Maintenant, je vais passer à la question écologique, parce que je trouve que ce budget est aussi celui du renoncement écologique. Cet été, je la transmettrai à tous mes collègues, parce qu'elle est vraiment intéressante. Il y a une étude qui est sortie en juillet de l'Institut E4CE, vous voyez, je me mets à l'anglais, qui a publié une étude dans laquelle le besoin de financement supplémentaire pour atteindre nos objectifs climatiques, uniquement pour l'État, s'élèverait à 50 milliards d'euros en plus et 23 milliards pour les collectivités territoriales d'ici 2030, à réglementation et législation inchangées.
Or, les missions écologie baissent de 7%, soit 1,5 milliard. Et si on retire l'augmentation de la contribution au service public de l'énergie CSPE, puisqu'il s'agit d'une dépense non pilotable qui répond à des engagements passés et ne permet pas de soutenir de nouveaux projets d'énergie renouvelable, on a une baisse qui s'élève à 16%, soit plus de 3,5 milliards d'euros. Et je vous épargne la baisse de 8,4% du budget de l'agriculture. En conséquence, ma question, c'est est-ce que la France doit renoncer à ses engagements climatiques pour réduire une dette financière qui est le résultat de, je l'ai dit, de baisse de recettes, notamment de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, aux plus riches, accumulés sur 7 ans? Et est-ce que vous ne croyez pas que c'est, d'une manière ou d'autre, renforcer la dette écologique que propose ce budget? Sur la question de l'éducation nationale, la presse a révélé 4000 postes d'enseignants supprimés. Alors, certes, comme vous créez 2000 postes d'AESH qui n'ont pas vraiment le même statut que des EPT d'enseignants, vous concluez qu'il y a 2000 enseignants seulement supprimés. Mais bon, je pense que ce n'est pas de même nature, même si effectivement il faut recruter des AESH. Et de ce point de vue-là, je suis inquiet sur le taux d'encadrement qui va être permis par nombre d'élèves par enseignant, qui, je vous le rappelle, est un des plus élevés de l'Union européenne, voire de l'OCDE. Et dernière question, le budget de l'aide publique au développement est gravement menacé par vos coupes, moins 22%, après une annulation de 14% des crédits ouverts en 2024, compromettant inévitablement l'objectif de consacrer 0,7% du revenu national brut à l'APD. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi l'affectation du produit de la taxe sur les billets d'avion et de la taxe sur les transactions financières au Fonds de solidarité pour le développement FSD est supprimée, messieurs les ministres? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir salué le fait qu'effectivement, et c'est comme ça qu'on compte à Bercy depuis longtemps maintenant, on compte en tendanciel. Après, on peut ne pas être d'accord, et je crois qu'on l'est sur beaucoup de sujets, mais c'est important de pouvoir dire que le fait qu'on compte en tendanciel par rapport à ce qui se passe en l'absence de mesures n'est une critique d'ailleurs d'aucun gouvernement passé, je le dis en passant, c'est simplement la méthode classique de regarder ce qui se serait passé sans mesure et de regarder la différence entre ce qui se passe sans mesure et ce que nous faisons et ce que ça implique en termes de freinage de la dépense ou d'augmentation des prélèvements. Je ne peux pas ne pas répondre à votre mention d'un budget d'austérité, dans l'absolu comme en relatif. Dans l'absolu parce que, vous le verrez, la dépense publique augmente en volume de 0,4%. Autrement dit, nous la stabilisons et grâce à la croissance que nous espérons, et j'y reviendrai, et que nous espérons l'année prochaine, nous arrivons progressivement à la réduire, à faire cet effort qui permet d'atteindre 5% des déficits. Mais stabiliser la dépense, la laisser très légèrement augmenter, avoir un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est de 2,8% positif, dans l'absolu, je ne vois pas comment on peut qualifier ça d'austéritaire. Et puis dans le relatif, parce qu'il se trouve que je reviens des réunions de l'Eurogroupe et de l'Ecofin, auxquelles j'ai pu échanger longuement avec mes partenaires européens. Et les plans d'austérité, en Roumanie, c'est la suppression du 13e mois pour les agents publics. En Espagne, c'est les coupes salariales de 5%. En Italie, c'est les coupes salariales de 5 à 15% des agents publics. Et en Pologne, c'est des coupes salariales de 10%. Je ne dis pas... Je ne dis pas que nous le faisons, nous ne le faisons pas. Mais simplement, quand nous parlons d'austérité en relatif, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et être capable de voir ce que c'est quand nous stabilisons la dépense qui augmente légèrement de 0,4% et que c'est important de donner des faits. Sur les estimations de la croissance, c'est évidemment un point central et nodal du dispositif. Nous avons fait des estimations que nous jugeons prudentes, réalistes et qui intègrent évidemment les effets qui pourraient être récessifs sur les économies en dépenses et sur les prélèvements ciblés, temporaires et exceptionnels que nous faisons en matière fiscale. Et de ce point de vue-là, je ne vous cache pas que je trouve que la tonalité du Haut Conseil des finances publiques en la matière est un peu excessivement critique. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles nous différons. D'abord, je me permets de signaler que le Haut Conseil des finances publiques considère optimiste l'hypothèse de baisse du taux d'épargne à horizon 2025, sans évoquer ni le redressement de l'opportunité de consommer, ni la baisse de l'inflation ressentie qui a été
clairement documentée dans les dernières enquêtes de l'INSEE. Sur l'investissement, la baisse du taux de marge des sociétés non financières est évoquée, sans préciser que le taux de marge de l'ensemble du secteur est bien meilleur. Sur le commerce extérieur, la prévision du commerce mondial est critiquée, sans évoquer notamment l'hypothèse que nous faisons plutôt conservatrice d'un arrêt du rattrapage des pertes de performance pour 2025. Et je pourrais ajouter d'autres éléments. Je pourrais aussi signaler que d'autres instituts indépendants à la fois considèrent que notre prévision de croissance est réaliste et puis que les prévisions de croissance de manière générale, sans intégrer cette fois l'effet récessif, sont plus élevées et que donc il y a une marge et que nous considérons que cette marge correspond aux effets potentiellement récessifs que pourraient avoir les baisses de dépenses ou les prélèvements supplémentaires. Sur la question de l'inégalité, je me permets de rappeler que l'année dernière, les prestations sociales, y compris les retraites bien sûr, ont été fortement revalorisées, que ce sera le cas à nouveau cette année. Je profite pour dire, même si ce n'est pas budgétaire, que le Premier ministre a annoncé une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2% à partir du 1er novembre et que l'ensemble des prestations seront revalorisées, même si, je n'en doute pas, nous aurons un débat sur la question de la date à laquelle ces prestations seront indexées. Sur votre question qui est évidemment centrale et qui méritera d'être discutée, je le mentionnais aussi, des recettes, vous dire avec toute l'humilité qui convient que évidemment ce sont les meilleures estimations que nous avons à date, je n'en ai pas d'autres à vous formuler, vous dire quand même que sur l'évolution spontanée des recettes, en macro cette fois, le Haut Conseil des finances publiques considère que notre scénario est cohérent avec le scénario macroéconomique. Et sans vouloir être trop technique, ça implique le fait que le Haut Conseil des finances publiques est donc d'accord avec la prévision que nous faisons du lien entre l'augmentation du produit intérieur brut et son impact sur les recettes à date. Ça n'empêche pas qu'il y ait des surprises comme il y en a eu par le passé qui ont surpris l'ensemble des instituts. Bien, Monsieur le Président, en complément, vous évoquez la conséquence sur les services publics ainsi que sur la dépense sociale de ces budgets, si j'ose dire, puisque vous l'extrapolez aussi au PLFSS, donc j'en dirai évidemment un mot. Pour le dire très clairement, je pense que ce budget est l'occasion vraiment de se poser la question de l'efficience de nos services publics et de se poser collectivement la question suivante: un bon budget pour un ministère est-il nécessairement un budget en hausse? Je crois qu'il faut qu'on se pose la question, ligne à ligne, si vous me passez l'expression, pourquoi faut-il systématiquement considérer qu'un bon budget ministériel est un budget systématiquement en hausse? Ne devons-nous pas avoir la discipline de regarder les besoins réels en face et leurs évolutions? Ne devons-nous pas avoir l'exigence de regarder comment nous pouvons faire différemment en transformant les outils qui sont à disposition de ces ministères et de leurs opérateurs? Je crois vraiment que nous ne devons pas avoir une lecture un peu pavlovienne que nous avons tous un peu collectivement, d'un budget en hausse, c'est bien, un budget en baisse, c'est mal. Je pense qu'il faut regarder différemment la lecture de la dépense publique comme cela. Ceci étant dit, effectivement, il faut veiller à la qualité des services publics. Monsieur le Président, vous avez raison. Permettez-moi vraiment de revenir sur le cas de l'éducation nationale. D'abord, c'est un sujet que je n'esquiverai pas. Et puis, c'est un sujet qui est finalement un très bon exemple de ce dont nous venons de parler. Les effectifs sur l'éducation nationale sont effectivement en baisse sur le solde, moins 4 000 pour les enseignants, plus 2 000 sur les AESH. D'abord, saluer la nécessité, et c'était, je crois, une volonté collective, plus de recrutement d'AESH. Ils ne remplacent pas les enseignants, c'est pas ça le sujet. J'ai entendu parler de vous changer un métier par un autre. C'est pas du tout le cas. Ils ne feront pas évidemment le métier d'enseignant. En revanche, la démographie des élèves évolue. On a eu moins de 350 000 élèves ces 6 dernières années. C'est démographique, c'est statistique. Il y en aura encore moins, 97 000 sur la prochaine rentrée. Donc maintenant, on peut aussi se poser la question en intelligence collective de est-ce qu'on doit effectivement adapter le nombre de recrutements en face? Pour moi, la bonne gestion, c'est que oui. C'est que oui. Et je vais même vous dire, Monsieur le Président, que si nous devions de façon totalement proportionnelle baisser le nombre d'enseignants par rapport à la baisse d'élèves, ce n'est pas moins 4 000 qu'il faudrait mettre dans ce budget, c'est moins 4 800. Donc, en proposant cette copie, nous augmentons le taux d'encadrement.
nous augmentons le taux d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y aura statistiquement plus de professeurs par élève que sur l'année précédente avec ce budget-là. Mais évidemment, facialement, vous avez tout à fait le droit de contester la baisse d'effectifs, mais sauf qu'elle est face à une réalité démographique qui, elle, ne peut pas être contestée et contestable. Sur la dépense sociale, un mot là aussi pour remettre en perspective, je le ferai régulièrement parce que c'est important que l'on soit d'accord sur les termes du débat. Il n'y a pas d'austérité pour la sécurité sociale quand l'ONDAM est proposé à plus de 2,8% et que l'inflation est à plus 1,8%. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de cure d'austérité. Les dépenses de l'ensemble de la sécurité sociale, toutes branches confondues, vont augmenter. Elles vont augmenter en 2025. L'austérité, c'est pas ça. Par contre, nous avons la responsabilité de proposer des mesures de freinage du déficit de la sécurité sociale, dont certains, dans certaines branches, sont effectivement devenus excessifs. Et si vous reprenez finalement depuis 2019, qui doit être un peu notre année de base référent, avant crise, la dernière année sans crise, eh bien, nous aurons eu, contre 16% d'inflation au total, plus de 30% de dépenses sur la sécurité sociale. Et ça, il faut le regarder en face. En montant, ça donne 150 milliards d'euros de plus depuis 2019, dans un contexte où l'inflation, c'est vrai, a été importante, où il y avait besoin de réinvestir, le Ségur de la santé, tout ça, nous aurons le débat en PLFSS. Et je suis fier de ce qui a été fait à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il y a un dérapage des comptes sociaux qui est important, à hauteur de 18 milliards d'euros, qu'il nous faut regarder en face. Qu'il nous faut regarder en face et sur lesquels les freinages de la dépense sociale seront nécessairement une condition du rétablissement de nos comptes publics en général. Enfin, Monsieur le Président, vous parlez de renoncement sur les engagements climatiques. Là aussi, et vous le verrez dans le budget vert, qui a un grand mérite, c'est de mettre de façon, là aussi, objective et implacable la réalité des chiffres. Vous verrez que le budget vert démontre que cette année 2025, finalement, consacrera un montant record en investissement sur la transition écologique, tout investissement confondu. Les missions, les autres investissements, vous verrez qu'il y aura record. En revanche, là où vous avez raison, et là aussi c'est quelque chose qu'il faut assumer, c'est qu'il y a des modifications dans les priorités. Il y a des outils sur lesquels il y avait beaucoup d'argent, peut-être trop, qui avait été mis par rapport à leur efficacité réelle. On peut penser à MaPrimeRénov', on peut penser à l'aide aux voitures électriques, sur lesquelles il ne faut surtout pas les stopper, mais sur lesquels il faut oser dire, peut-on repenser les paramètres? Peut-on essayer de les rendre plus efficaces? Peut-on lutter davantage contre la fraude? Là, je pense notamment à MaPrimeRénov'. Et donc, oui, on a besoin de baisser cette dépense-là, mais d'augmenter par ailleurs l'accompagnement de l'État sur le financement des énergies renouvelables, ce qui sera largement le cas en 2025 du fait de la baisse des prix. Donc vous aurez là-dessus un rôle de la puissance publique d'un point de vue financier majeur dans les énergies renouvelables l'an prochain. Et donc, en tout et pour tout, l'investissement dans la transition écologique est au rendez-vous en 2025. Et la dette écologique ne sera pas sacrifiée sur l'autel de la dette financière, nous l'avons toujours dit, et c'était dans la déclaration de politique générale de façon très claire du Premier ministre. Enfin, sur la taxe Chirac que vous évoquez, là-dessus, et je crois que vous en êtes parfaitement conscient, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur général, c'est tout simplement la conséquence de la réforme de la LOLF, où nous avons effectivement supprimé l'affectation des taxes qui n'ont pas de lien direct entre l'affectataire et le contribuable au 1er janvier 2025. En revanche, les crédits affectés aujourd'hui au FSD seront bien dans un programme budgétaire au même montant. Cela permettra évidemment d'être davantage dans l'universalité budgétaire et d'assurer le financement de la même façon que la taxe affectée sur les billets d'avion le permettait. Donc il n'y a aucune coupe budgétaire en la matière, je tiens à rassurer là-dessus. C'est le mécanisme de la taxe affectée qui disparaît, tout simplement parce que la nouvelle loi organique l'exige. Vous répondez sur la dernière question? Absolument, merci Monsieur le Président. Pour répondre clairement à votre dernière question, que non, il n'y aura pas de report sur les consommateurs des charges de service public dans les zones non interconnectées. Ils seront bien pleinement couverts et concernés par la baisse de 9%.